Bonjour à tous. Alors bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une émission un peu spéciale, une discussion avec Grégory de la chaîne Tiki Viracocha. Et on va vous parler aujourd'hui de géographie sacrée, de cyclologie et d'archéologie des anciens cycles et de solidification du monde. Donc bonjour Grégory. Bonjour Terry, Comment vas-tu? très bien, merci et toi? Très bien, très bien. Bon, et ben écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc si tu veux, présente-toi, présente-nous un peu ta chaîne et quels sont tes travaux en général, quoi. Oui, donc moi je suis un simple chercheur, hein, je ne suis pas historien, je ne suis pas archéologue, rien de tout ça. Je suis juste quelqu'un de passionné par tout ce qui touche aux anciennes civilisations, donc à l'archéologie bien sûr, mais également à l'art, au symbolisme, à toutes les connaissances traditionnelles des peuples anciens. Et donc j'ai ces dernières années effectué quelques explorations pour aller voir des vestiges. Et donc moi les vestiges qui m'intéressent le plus, ce sont vraiment les vestiges que j'appelle les vestiges troglodytiques, qui pour moi sont les plus anciens vestiges qui existent de l'humanité et qui sont par contre aussi en général les moins connus, les moins étudiés. Ouais, je parlerai donc un peu de tout ça lors de cette discussion. D'accord, Et d'accord. donc, T'as un et blog donc aussi? Un oui, blog? j'ai un blog récemment, mais les articles qui sont postés sur le blog, ce n'est pas vraiment moi qui les ai écrits, j'écris juste parfois des petites introductions. Mais j'essaye de reprendre les articles que je considère comme les plus importants afin de comprendre la mentalité de nos ancêtres, je vais dire, la mentalité des sociétés traditionnelles, mais également tout ce qui concerne la cyclologie et la cosmogonie et le symbolisme. Ok, bah donc on s'intéresse aux mêmes choses, hein, c'est Oui, parfait. parfait. Donc on va faire une petite introduction pour rappeler dans quelle perspective on va se placer. Donc comme je le fais d'habitude, mettre en parallèle la vision traditionnelle et la vision moderne du monde. Donc rappeler que pour le monde traditionnel, le temps est une chute, une dégradation par Oui, cycle successif, descendant. Donc on a bien sûr tout ce qui est les doctrines des quatre âges, âge d'or, âge d'airain, âge d'argent, non enfin âge d'or, âge d'argent, âge d'airain, âge de fer. Voilà, c'est ça. voilà donc une solidification progressive, un éloignement progressif du principe. Oui, Et tout do- à fait. voilà. Et donc, ben, nous, c'est le monde moderne, hein, c'est la vision linéaire progressiste. Donc, c'est la vision presque opposée. Et au niveau de la représentation de l'espace, l'aménagement du territoire pour une société traditionnelle, donc elle fonctionne en cercle fermé, de manière concentrique, et le paysage n'est pas indépendant de la nature de l'homme. En fait, c'est l'homme qui qualifie son paysage, et chaque lieu est une partie comprise dans un tout, exactement d'ailleurs comme les cycles. Il y a différents cycles dans des grands cycles, et c'est une pensée, on va dire, fractale, concentrique de l'espace et du temps, quoi. Oui, c'est ça. Pour les anciens, donc le temps et l'espace sont qualifiés. Voilà. Et donc, en ce qui concerne le temps, au plus on remonte le temps, au plus on s'approche de l'âge d'or, et donc du principe avec un grand P. Et voilà. Et d'ailleurs, aussi une chose là, enfin qu'on va rappeler tout au long de l'émission, et que rappelle René Guénon dans son article Solidification du monde, hein, c'est dans le règne de la quantité, d'expliquer que le paysage extérieur n'est pas indépendant de l'homme. Il y a moi je dis une compénétration synchronique, donc ou un lien sympathique entre l'homme et son paysage. Et rappeler également que pour les anciens, et d'ailleurs je pense que c'est vrai même au niveau biologique, physique, il y a des lieux terrestres
que les anciens appelaient des trous du diable ou des bouches des enfers, des lieux maudits où c'était les influences subtiles, on va dire maléfiques, descendantes, infernales qui pouvaient se manifester. Et à l'inverse, il y avait des portes du ciel, donc c'était des lieux où on peut dire qui accéléraient peut-être l'élévation de l'âme, et c'est là où les hommes ont toujours mis des monuments sacrés, leur cité sainte, enfin leur grand sanctuaire, voilà quoi. Et donc, on peut dire que les constructions des anciennes civilisations étaient des sanctuaires et donc en quelque sorte aussi des centres du monde. Oui, oui, tout à fait. Bah là, je renvoie bien sûr les auditeurs à mon livre sur le symbolisme du centre. Mais comme je l'ai dit, on le retrouve de toute façon, par exemple, au centre des villages français. On a le lieu de culte, l'église et les maisons disposées autour. Voilà. C'est toujours pour une raison sacrale que les hommes s'installent sur un territoire. Donc, soit par également la figure terrestre, c'est-à-dire que même pour les anciens, le paysage reflétait des réalités supérieures, et donc le microcosme terrestre était mis en analogie avec le macrocosme céleste. Et Oui. les hommes reproduisaient sur le sol, dans leur façon de construire les temples, les cités, et même des petits monuments, des modèles, des imago mundi, comme dit Mircea Eliade. Donc c'est des petits cosmos qui résumaient l'ensemble du macrocosme, car le haut et le bas étaient toujours interconnectés, quoi. Oui, on parle d'analogie entre le haut et le bas, entre le microcosme et le macrocosme. Donc, Voilà, bah ça c'est connu, c'est c'est connu. aussi quelque chose qui est à l'intérieur de l'être, parce que aussi les constructions, les temples sont aussi à l'image de l'homme lui-même. Oui, voilà. Et ce que je voulais dire, par exemple, c'est que les grandes cités saintes, par exemple la Jérusalem terrestre, la ville de Jérusalem, a été conçue comme une image de la Jérusalem céleste. On retrouve ça avec Babylone et ses jardins suspendus. Ça se voulait être une image, une matérialisation de l'Éridu, le paradis des Sumériens. Donc il y a toujours un modèle supraterrestre, et on retrouve ça même chez Saint Jean, qui nous dit par exemple que la Jérusalem céleste a été construite avec des mesures faites par des anges, en fait, qui ont... Oui. Donc il est très important de comprendre cette différence de conception du monde entre les anciennes civilisations et les civilisations traditionnelles et l'époque moderne. C'est très important parce que Oui, c'est essentiel pour expliquer notre passé. Pour prendre un exemple purement matériel, parce que les gens ne comprennent plus que ça aujourd'hui, enfin une grande partie d'entre eux, on pourrait dire que c'est comme si quelqu'un essayait d'expliquer une voiture sans expliquer ce qu'est un moteur. exactement, exactement. Voilà. Exactement. Et moi, tu vois, je prends l'exemple de la culture des végétaux. On peut dire que nous, on est une énorme serre de légumes hors sol, qui est standardisée, tous pareils. Et un monde traditionnel, je l'ai déjà dit cette expression dans des aphorismes, c'est de la permaculture anthropologique, quoi. Tout est différencié et à sa place, comme des pièces différentes, mais à l'intérieur d'une mosaïque, à l'intérieur d'un tout qui suffit à lui-même, quoi. Et d'un paysage mythique, bien sûr, parce que l'homme, c'est un homo religiosus, donc il a besoin d'avoir un monde des dieux, d'avoir un monde supérieur au-dessus de sa tête, quoi. Sinon, il est désenchanté et matérialiste, quoi. Oui, et donc on retrouve là ce qu'on appelle la cosmogonie, c'est-à-dire la vision du monde traditionnel qui répartit le monde en trois sphères, en trois étages, qui Voilà, s'étendent de bas en haut. Donc l'étage du bas, ce sont les enfers. L'étage au milieu, c'est l'intermonde, c'est la terre, on va dire, et l'étage supérieur, c'est vu comme les cieux, le ciel. oui, voilà, voilà. On a deux types de modèles ternaires. On a le modèle enfer, terre, ciel, et on a aussi terre, monde intermédiaire, ciel. Mais ça revient au même en fait, parce que ce qu'on appelle les enfers ou le ciel, c'est le monde supérieur, le deuxième monde, on va dire, et le troisième monde, bah, c'est le royaume de Dieu, la manifestation informelle, c'est les attributs divins qui sont inchangeants, quoi, qui sont en Dieu, quoi.
Et Et alors au sein même des enfers et des cieux, on va dire, ils sont eux-mêmes étagés en plusieurs étages parfois. Même souvent, par exemple, chez les Mayas, on voit que l'inframonde, donc qui correspond aux enfers, a lui-même plusieurs étages, ainsi que le ciel. exactement, ben, on retrouve ça chez Dante et Ibn Arabi. Et généralement, il y a 7 cieux planétaires, 7 ou 9 cieux planétaires, Ouais. les orbes des planètes, et 7 étages infernaux, 7 degrés dans l'enfer, qui sont en analogie. Parce que, bah là on va rentrer dans le détail, c'est que ce monde intermédiaire, c'est un monde psychique subtil. C'est le monde imaginal décrit par Henri Corbin. Et ce monde va dépendre de l'état d'être de celui qui s'y trouve. Donc, Oui. le, Tout est dynamique. Oui. Platon disait que c'était la même porte qui ouvrait sur l'Hadès ou sur les Champs-Élysées, quoi. Ça va dépendre de celui qui ouvre la Pas porte, de quoi. l'état d'être. Oui. Voilà. Oui. Eh Alors bien, toi, j'enchaîne un petit peu sur tes travaux. Je sais que toi, tu te bases beaucoup sur la théorie des 3 mondes et des 3 cycles à l'intérieur de notre grand cycle d'humanité adamique. tout à fait. Et donc, on peut par là déjà voir une correspondance, une analogie, en tout cas avec les trois mondes qu'on vient de décrire. Oui, Sauf qu'ici, les trois mondes se réfèrent plutôt à une cosmogonie, donc à un développement du monde depuis un état primordial, depuis l'âge d'or. Donc moi, je me base surtout sur la cyclologie et essentiellement sur l'étude qu'a faite Jean Faure dans un livre qui s'appelle le cycle de l'humanité adamique. oui, oui. Et dans ce livre, à la page 241, il nous dresse un graphique du cycle adamique, donc qu'il appelle la synthèse graphique des traditions bibliques, grecques et hindouistes. Donc on retrouve donc ces 4 âges à travers différentes traditions. Et donc ces 4 âges sont constitués, je vous mettrai une image du tableau qui a été fait, le graphique. Donc tout au-dessus, on a l'âge d'or, qui pour lui est une période qui aurait duré 25 920 ans. Bon, les dates, il ne faut pas s'y fier plus que ça, c'est une Ouais. image, hein, on C'est va un dire. cycle précessionnel entier. Oui, C'est bon, 12 fois la brique temporelle de 2160 ans. oui, c'est ça, il se bat sur le cycle processionnel. Voilà, Donc, comme les anciens hein, d'ailleurs. Toutes les civilisations connaissaient la précession des équinoxes hein, et basaient leur calcul du temps par oui. rapport à ça. Donc on peut peut-être dire très simplement que la procession des équinoxes, ce serait comparable au mouvement d'une toupie que la Terre fait à travers le temps. Bien sûr, la Terre tourne autour sur elle-même, on va dire. Elle tourne autour du Soleil, mais elle a aussi un espèce de mouvement de toupie qui tourne autour d'un axe pendant une période donc de 12 000. En fait, pendant 25, je crois que c'est 25 000 ans, et elle Oui, fait 12 fois, tu sais, les constellations, c'est-à-dire que le c'est ça. point vernal de la Terre, le pôle, fixe une constellation Oui, pendant 2160 ans, et le tour complet fait 25 000 ans, et c'est la voilà. durée de l'âge d'or selon Jean Fort, quoi. Voilà. Et donc voilà cette vision du temps traditionnelle est donc basée sur la précession des équinoxes. Et donc on a pour commencer l'âge d'or qui correspond au paradis terrestre. Dans la tradition hindoue, on l'appelle le Krita Yuga. Ensuite, il y aura l'âge d'argent qui correspond dans la tradition hindoue au Treta Yuga. Et donc ça, ce serait pour moi le premier monde dont je parle. Oui. Donc avant ce premier monde, c'était l'âge d'or, qui n'est pas véritablement considéré comme un âge d'or. Je vous ferai après une petite citation qui est mise dans le livre de Jean Faure sur ce qu'il considère être l'âge d'or. On peut dire que Donc, l'âge d'or, c'est un séjour spirituel, non solide, quoi, donc immatériel, quoi. Donc, ah, oui, j'avais relevé une petite citation, j'essaierai de la retrouver plus tard, concernant comment elle qualifie cet âge d'or. Pour lui, c'est déjà quand même une période où l'humanité existait, mais je vais dire le temps n'était pas véritablement tel qu'il est aujourd'hui. oui. Euh,
Peut-être, Donc, peut-être même l'aspect extérieur de l'être humain. oui, oui, Enfin, on n'était pas là pour le savoir, mais on peut imaginer ça. Je parle selon les textes sacrés. L'humanité à l'âge d'or est quand même très éthérée. Elle c'est ça. jouit de Oui, l'immortalité ou au moins de. oui. Plus proche de l'esprit, quoi. Voilà, voilà. Elle a des capacités C'est beaucoup plus intellectuelles. Elle peut. réalisé que les humanités suivantes. Voilà, il y a la langue des oiseaux, par exemple. Elle peut communiquer avec tous les règnes du vivant. Les textes taoïstes parlent d'hommes au corps mou qui se déplacent dans l'air. Oui, voilà. Voilà, ou l'éternel printemps, c'est-à-dire le monde, il est plein d'abondance. Les pierres sont des pierres précieuses. Oui. Et donc ensuite, on a l'âge d'argent. Donc après l'âge d'or, l'âge d'argent. Ensuite l'âge d'airain, tu l'as déjà dit. Hein. Oui, Et ensuite l'âge de fer, qui correspond donc au cycle dans lequel nous nous trouvons actuellement, et qui aurait débuté, selon Jean Faure, il y a plus ou moins 6480 ans. ouais, ouais. Rappelez aussi qu'entre chaque cycle, il y a des énormes cataclysmes et des Oui, reconfigurations du monde. Donc oui, c'est tout ce qui peut, ça peut être des déluges, ça peut être des pluies de feu, des glaciations, des oui, tsunamis. Enfin, on a plein de traditions, le oui. ciel qui tombe. Tu sais, comme les Gaulois qui avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. On a la tradition, la vision traditionnelle du temps, elle est descendante, mais elle est également catastrophiste. C'est- Oui. Et à l'intérieur même de chaque cycle, il y aurait aussi peut-être des petits cataclysmes à l'intérieur même Oui, de oui, chaque cycle. bien Non sûr, pas seulement entre chaque grand cycle, mais à l'intérieur même, il y aurait des plus bien petits sûr. cataclysmes, on va dire. Ben, comme toutes les traditions du Kali Yuga, c'est des réadaptations de cette tradition primordiale, mais dans les conditions du Kali Yuga, quoi. Et donc toutes ces civilisations traditionnelles ont eu une apogée et un déclin et une mort, quoi. Alors j'ai retrouvé la petite citation sur l'âge d'or qu'a fait Jean Faure dans son livre. Euh, il dit: car le cycle d'humanité, en tant que structure cadre ossature autonome, ne commence vraiment qu'à la sortie du paradis primordial. En l'âge d'or, le temps, en sa plénitude, était plus proche de l'éternité que de la durée. Ah, ouais. Ben, on retrouve ça, tu sais, dans la Bible avec l'âge des prophètes bibliques. L'âge des prophètes bibliques diminue au fur et à mesure du récit, quoi. Il y a et j'en parle aussi dans la vidéo sur les signes Samuel, de. par exemple. Ouais. Et il y a enfin, un des signes de la fin des temps, de la fin d'un cycle, c'est l'accélération exponentielle du temps, quoi. On retrouve ça chez beaucoup de penseurs de la tradition, notamment dans la tradition islamique. Oui. Il dit: en sortant du paradis, nous sommes tombés dans le temps. Et notre fuite en avant n'est que notre chute uniformément accélérée. Donc là, ça donne bien une image du temps cyclique et qualifié des sociétés traditionnelles. Oui, Je voilà. pense, je pense que c'était essentiel de d'abord éclaircir cet aspect avant de vous parler des vestiges, parce que sinon, on aurait pu parler des vestiges sans que Oui. les auditeurs puissent comprendre un petit peu de Mais quoi on va moi je parler. trouve ça logique en fait. C'est plus logique que le temps linéaire, le temps cyclique, parce que les secondes se répètent, les minutes se répètent, les heures se répètent, les jours, les semaines, les mois, les années. Donc Oui, tout est cyclique. voilà, on peut envisager des grandes années, des grandes saisons cosmiques qui dépassent et tout. En fait, et chaque les cycles, il n'y a pas d'éternel retour. On revient pas sur ses pas dans le cycle, mais il y a des analogies entre les cycles, exactement comme les journées se ressemblent, mais sont jamais les mêmes. Ou Oui. Il y chaque a analogie, mais pas correspondance. voilà, voilà, on marche pas en cercle fermé. Tu sais, c'est la fameuse phrase d'Héraclite on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Et l'homme, il est entraîné dans le flux du temps. Et d'ailleurs, ce temps a toujours été symbolisé par des serpents ou des dragons, ou tu sais, c'est Saturne qui avale ses enfants. Enfin, le Oui, temps est dévorateur et constricteur, quoi. oui, tout à fait. Et donc, par là maintenant, je peux peut-être commencer à vous parler des différents styles de vestiges Oui, qui juste un truc existent pour, dans le monde.
pour enchaîner, tu m'avais parlé que tu te basais aussi sur les travaux d'un chercheur qui parlait des trois mondes. Oui, Tu pourrais tout nous en à parler? fait. Ben, je souhaitais vous en parler après, mais on peut en parler maintenant. Ouais, Lors d'une de mes explorations il y a quelques années au Pérou, j'ai rencontré un chercheur qui s'appelle Jesus Gamara. Donc c'est un chercheur péruvien qui lui a développé une théorie qui s'appelle la théorie de la cosmogonie des trois mondes. Donc on voit bien qu'on rentre dans le cadre purement traditionnel avec cette théorie. Et donc selon lui, au Pérou, mais aussi un peu partout dans le monde, il existe trois styles de vestiges qui correspondent donc à trois périodes de l'humanité différentes. oui, Et donc lui, il appelle les trois mondes. Le premier monde, il s'appelle Anan Pacha. Le deuxième monde, c'est Uran Pacha. Et le troisième monde, c'est Ukun Pacha. d'accord. Ça correspond à l'âge d'argent, à l'âge d'airain, l'âge de fer, ainsi qu'au Treta Yuga, Dvapara Yuga et Kali Yuga des autres traditions du monde. Voilà. Et donc, du coup, bah, c'est ça même qui m'a vraiment intéressé dans tes travaux. C'est que toi, tu as un peu voyagé, un peu surtout en Europe, mais pas que, hein, je crois. Hein, Oui, j'ai fait, bah oui, surtout en Europe, oui, j'ai fait l'Italie, un peu l'Allemagne, un petit peu la France, la Sicile, l'Espagne, oui, donc beaucoup en Europe, autour de la Méditerranée, un peu plus dans le nord de l'Europe. Et alors, un beau voyage au Pérou. Ok, ok. Et du coup, dans tes travaux, donc de toute manière, on mettra tous les liens des blogs, des livres qu'on va citer. Et aussi, du coup, bah, j'invite les auditeurs à aller sur ta chaîne regarder tes vidéos qui au départ ne payent pas de mine parce que c'est pas des fois des sites très impressionnants extérieurement, mais quand on regarde de plus près, effectivement, cette théorie des trois mondes et des trois styles de construction suivant trois cycles, c'est vraiment intéressant, quoi. Oui, tout à fait. Il y a une correspondance donc qui est complète, hein, on pourrait dire, avec le temps cyclique traditionnel. On peut donc replacer, selon moi, tous les vestiges de l'humanité actuelle dans cette conception cyclique et qualifiée du temps des sociétés traditionnelles. C'est ça qui est intéressant, c'est que souvent la tradition, c'est des belles idées, mais on croirait presque que c'est une certaine poésie. Oui, Alors que mais là, c'est... il y a vraiment des preuves matérielles. voilà, Moi, on ne parle justement pas des choses matérielles en tant que traditionnaliste, on va dire. On parle surtout du spirituel. Hein. Et bien là, pour une fois, on va un petit peu aussi pouvoir parler des preuves tangibles, on pourra dire. oui, oui, oui. Et moi, personnellement, je m'y connais beaucoup moins en monuments anciens. Je connais bien les mythologies primitives, mais pour m'être intéressé à l'architecture du Moyen Âge, par exemple, qui était une société traditionnelle, on retrouve déjà des choses exceptionnelles qui nous montrent que c'était un cycle différent, même si c'est un petit cycle dans l'Occident. On a vraiment l'impression que l'homme médiéval percevait le monde d'une manière totalement différente, beaucoup plus différenciée, qualitative que l'homme d'aujourd'hui qui a un regard très grossier et utilitariste, on va dire. Oui, René Guénon dit que les modernes ne sont plus capables de percevoir toutes les subtilités qui existent dans les vestiges archéologiques. Oui, oui. Et moi, ça me rappelle une phrase de Spengler dans Le déclin de l'Occident qui parle de l'homme terminal, de fin de cycle. Il dit qu'il a perdu son tact cosmique, tu vois, son toucher avec le monde extérieur et la nature. Et ça devient une marchandise, en fait, finalement. Hein. C'est la marchandisation du vivant, quoi. C'est ça aussi la solidification du monde, quoi. L'homme, il est plus en connexion consciente avec son paysage extérieur, quoi. Oui, c'est ça. Au plus la matérialisation du monde devient importante, au moins la spiritualité est importante. Il y a comme un effet de balancier. Ouais, ouais. Et du coup, dans tes divers voyages sur ces sites très anciens, tu peux nous parler un peu de ce que tu as vu, des grands archétypes, des choses que tu as retrouvées un peu sur tous les sites et qui t'ont mis la puce à l'oreille, quoi. Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est donc qu'il y a
si vous faites bien attention un peu partout sur la planète, dans les vestiges archéologiques, il y a trois grands styles de vestiges différents à distinguer. Et donc, pour moi, donc, le plus ancien style de vestige qui correspond donc à l'âge d'or, à l'âge d'argent, pardon, au premier monde, au monde appelé Anan Pacha par Jésus Gamara. Ce sont des vestiges, on pourrait dire, troglodytiques. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire troglodytique, moi je donne la définition que c'est ce qui est directement taillé dans la pleine masse des rochers. C'est-à-dire que ce ne sont pas des vestiges qui sont réalisés avec des pièces cellulaires en briques et en blocs, mais au contraire, ils sont tous directement réalisés dans la pleine masse des rochers. Et alors, ces vestiges-là, ils sont donc entourés ou surmontés par des vestiges des cycles ultérieurs, donc des cycles cellulaires, soit du deuxième monde ou du troisième monde, ou plus rarement par les deux. Donc il y a certains sites comme au Pérou, on peut distinguer les trois styles de vestiges sur les mêmes sites archéologiques, mais aussi on peut trouver ça dans une moindre mesure ailleurs dans le monde. Mais je vais dire vraiment pour trouver des sites où on distingue les trois styles de vestiges, c'est le Pérou le plus intéressant. Mm-hmm. Et donc ces vestiges-là, donc ils sont directement réalisés dans la pleine masse des rochers, et aussi bien souvent ils ont une apparence que je qualifie de pâte à modeler. C'est-à-dire que bien souvent, on peut clairement distinguer qu'ils n'ont pas été réalisés avec une technique du marteau et du burin, mais ils ont plutôt été réalisés avec une technique qu'on ne peut pas très bien définir aujourd'hui, car l'humanité qui a vécu durant ces cycles était aussi une humanité plus spirituelle et donc plus performante pour travailler la matière, je pourrais dire. Oui, peut-être même on peut... Bon, citation, juste un truc, on pourrait plus... Moi, je pense déjà plus à l'alchimie, à la maîtrise de sciences traditionnelles alchimiques à grande échelle, on peut dire. Et rappeler que on se place pas du tout dans la perspective des anciens bâtisseurs ou des extraterrestres qui sont venus apporter je sais pas quoi, ou des Anunnaki, tout ça c'est du bullshit, quoi. Voilà, c'est anti-traditionnel, c'est du bullshit, donc on essaye de voir un peu en respectant un peu la trame générale des traditionnels, on va dire, mais il faut rester de toute manière très prudent. Mais c'est vrai que ce que tu dis sur la solidification du monde, je sais que tu vas lire une citation, et moi aussi j'en lirai une après, comme ça on va bien introduire ça. Pour essayer de faire mieux comprendre ce que je viens d'essayer de vous dire entre le rapport de l'humanité et du milieu cosmique de cette époque. Donc c'est une citation de René Guénon qu'on trouve dans son livre Le règne de la quantité et les signes des temps, qui est pour moi le meilleur livre de Guénon en ce qui concerne toutes ces explications sur les vestiges archéologiques et sur la solidification du monde. Il y a vraiment 2 articles dans ce livre-là indispensables que je conseille à tous les auditeurs. Un de ces articles s'appelle donc La solidification du monde, et l'autre s'intitule Les limites de l'histoire et de la géographie. Et donc la petite citation que je vais vous faire maintenant est donc issue de ce livre-là. Et donc René Guénon nous dit: chaque période de l'histoire de l'humanité répondant proprement à un moment cosmique déterminé, il doit nécessairement y avoir une corrélation constante entre l'état même du monde, ou de ce qu'on en appelle la nature au sens le plus usuel de ce mot, et plus spécialement de l'ensemble du milieu terrestre, et celui de l'humanité dont l'existence est évidemment conditionnée par ce milieu. Oui, parfait. Et écoute, moi je vais enchaîner avec encore Guénon, toujours dans le même livre, parce que c'est rigolo, hein, moi aussi c'est 2 chapitres, hein, la solidification du monde et les limites de l'histoire et de la géographie. C'est 2 chapitres du règne de la quantité, m'ont aussi beaucoup interloqué, et j'y suis très souvent revenu. Et moi je vais donc lire une autre citation, hein, donc ça doit être une très longue phrase comme il en a l'habitude, avec des points-virgules. Alors ouvrez les guillemets. Donc il parle de l'homme traditionnel, de l'homme des cycles précédents. Non seulement l'homme, parce que ses facultés étaient beaucoup moins étroitement limitées, ne voyait pas le monde avec les mêmes yeux qu'aujourd'hui, et y percevait bien des choses qui lui échappent désormais entièrement. Mais corrélativement, le monde même, en tant qu'ensemble cosmique, était vraiment différent qualitativement,
parce que des possibilités d'un autre ordre se reflétaient dans le domaine corporel et le transfiguraient en quelque sorte. Et c'est ainsi que, quand certaines légendes disent par exemple qu'il y eut un temps où les pierres précieuses étaient aussi communes que le sont maintenant les cailloux les plus grossiers, cela ne doit peut-être pas être pris seulement en un sens tout symbolique. Voilà. Donc ça va quand même assez loin. Ça rejoint totalement la petite citation que j'ai fait avant, donc on peut bien voir par là que René Guénon avait bien compris qu'il avait donc existé des humanités avant l'humanité actuelle qui ont vécu durant un ancien cycle et que le monde à cette époque était sensiblement différent du monde aujourd'hui et que l'humanité qui a vécu durant ce cycle-là avait des facultés, des capacités à interagir avec le milieu que nous avons perdu aujourd'hui avec le processus de solidification. Oui, voilà, et on peut penser aussi à tout ce qu'a écrit Henri Corbin sur le monde imaginal. Donc peut-être penser qu'il y avait comme des portes qui ouvraient sur des dimensions plus subtiles, par des rites justement initiatiques, par des extases visionnaires, des rituels. On a ça chez toutes les traditions aussi qui ouvrent ce que Huxley il appelait les portes de la perception pour rentrer en communication avec un monde supérieur, quoi, ou inférieur, enfin un monde plus subtil, quoi. Oui, tout à fait, un monde plus spirituel. Voilà, ouais. Ouais. Alors j'avais une autre petite citation, je pense que c'est Jean Faux, mais je suis pas sûr, il faudra que j'ai vérifié. Et alors là, c'est à propos de l'erreur de l'investigation archéologique moderne. Bon, c'est assez court, je vais vous la lire. Oui, oui. La grande erreur de l'investigation... Pardon, je recommence. La grande erreur de l'investigation archéologique moderne est d'imaginer les civilisations prédiluviennes comme étant analogues à la nôtre en ce qui concerne notre mentalité phénoménologique et matérialiste. Le milieu ambiant et cosmique correspondant alors à une phase plus proche du principe spirituel ne pouvait se refléter que dans une civilisation humanité elle-même plus spirituelle, plus apte que l'humanité moderne à utiliser directement des pouvoirs supramatériels que nous dirions aujourd'hui magiques. Oui, tout à fait. Et moi je vais renchérir. Là, j'en parle dans le symbolisme du centre. Rappeler que les hommes donc installaient leurs implantations, leurs monuments sacrés, leurs villes saintes dans des endroits géographiques précis. Et donc, et j'avais noté, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, des sites qui sont faits sur un ensemble de 7 collines. Tu sais, on retrouve ça à Paris, Athènes, Jérusalem, Rome, Istanbul, la Mecque, même dans les pays asiatiques aussi, on a des villes à 7 collines. Et parce que elle reflétait les 7 terres célestes, justement, les 7 cieux planétaires, et même la figure géologique de la Terre, même le paysage extérieur, avait une importance pour les anciens qui voyaient des représentations du ciel, quoi. Et oui. Moi je vais juste faire une petite citation. Alors ça c'est Cicéron dans son De Divinatione. C'est un livre très intéressant sur les techniques de divination des prêtres romains et étrusques. Et alors en 1.36, chapitre 1, paragraphe 36, il dit, Cicéron, « Mais quoi ? Nous ne voyons donc pas combien les territoires sont variés. Certains sont meurtriers, comme Absancte en Irpinie et en Asie, les Plutonia que j'ai vus. D'autres sont insalubres, d'autres encore sains. Il en est qui produisent des intelligences aiguës, d'autres qui les font obtuses. Tout cela résulte de la variété du climat et des différentes exhalaisons de la terre. » Et quand il parle d'exhalaison de la terre, après il parle du pouvoir de la terre qui d'un souffle ébranlait l'esprit de la Pythie. Donc il fait référence à l'oracle de Delphes qui était situé sur un trou. Et donc il y avait des vapeurs, des fumées qui remontaient du sous-sol et qui donnaient des visions à la Pythie, quoi. Et il y a ça un peu dans tout le bassin méditerranéen.
Et Guénon parle de ça aussi dans ses chapitres en disant que les sanctuaires, les lieux de pèlerinage et les lieux des anciens oracles, hein, comme aussi à Cume, la Sibylle de Cume, sont des lieux géographiques qualifiés où des influences, on va dire, infraterrestres se manifestent et permettent justement cette communication avec des degrés plus subtils de réalité, quoi. La communication tertielle, on pourrait dire. Tout à fait, sur l'axe du monde. Et donc là, comme tu le dis, on a le sous-sol, les enfers, la grotte située sur la surface terrestre, qui permet de communiquer avec le monde du ciel en suivant l'axe du monde, l'axis mundi. C'est ça, Bonaventure qui disait que le monde manifesté est une image pour monter à Dieu. Oui, c'est une échelle pour monter à Dieu. Oui, pardon. Oui, voilà, et d'ailleurs, toi, tu le retrouves sur les sites, on retrouve très souvent, c'est aussi un symbole, c'est la montagne cosmique, qui est souvent d'ailleurs fait de 7 degrés. On retrouve ça, tu sais, dans les ziggourats babyloniennes, les tours babyloniennes à 7 degrés. Oui, voilà, et les pyramides d'Inca. Les pyramides à étage, et là on retrouve le symbole universel de l'escalier. Voilà, de l'escalier. Qui part du bas et s'élève vers le haut, qui part de la multitude et s'élève vers l'unité. Exactement, et on retrouve même chez des populations plus primitives, on va dire, j'avais lu ça dans Jean Servier, c'est je crois les Kabyles et en Sibérie et les Slaves ont la tradition de construire un petit escalier en bois, en brindille, sur les tombes des défunts, quoi. Et c'est un escalier à 7 marches, quoi. Oui. Donc la montagne et la caverne sont vraiment des symboles qui comptent parmi les plus anciens de l'humanité. On pourrait dire que même les pyramides sont des reproductions artificielles de la caverne, de la montagne, pardon, oui, et oui. de la caverne, des deux. Puisqu'à l'intérieur des pyramides, il y a des cavités. Tout à fait, parce que les lieux d'initiation, comme d'ailleurs le processus initiatique lui-même, est une imitation du processus cosmogonique et de la cosmologie, en fait. Oui, tout à fait. Alors peut-être on va en revenir à des explications sur les vestiges en eux-mêmes. Oui. J'étais en train de vous parler des plus anciens vestiges encore visibles de l'humanité actuelle, qui sont donc des vestiges réalisés directement dans la pleine masse des rochers et qui existent un peu partout sur la planète. Et donc ces vestiges, non seulement ils ont l'apparence de pâte à modeler, et par là on peut bien comprendre la notion de solidification du monde, donc que la matière à cette époque était, on pourrait dire, moins solide qu'aujourd'hui, que la matière était différente. Et donc ils ont non seulement l'aspect de pâte à modeler, mais également par endroits il y a ce qu'on appelle comme une croûte lisse à leur surface. Et ça, Jésus Gamara a appelé ça la vitrification. Et ça, c'est vraiment une preuve que la technique qui a été utilisée pour la réalisation de ces vestiges-là était complètement différente d'une technique de l'Antiquité avec des marteaux et des burins. Oui, tout à fait. Et alors moi, ça va me faire rebondir sur quelque chose. Comme je t'avais dit, je me fais aussi un peu, pas l'avocat du diable, mais je replace ça du coup dans une théorie cyclique. Et comme je te disais, on peut penser aussi que ces vestiges des cycles précédents nous montrent la période terminale du cycle précédent et donc de la génération qui a amené sur elle le déluge. En fait. Oui. Voilà, et là je renvoie bien sûr les auditeurs à la Genèse et l'épisode des fils de Dieu qui trouvent belles les filles des hommes et qui engendrent les géants, quoi. C'est les Caïnites, les descendants de Caïn. Et on a par exemple le livre d'Enoch qui donne beaucoup de précisions sur cette génération antédiluvienne qui est présentée comme des géants révoltés, quoi. Il y a aussi la figure de Nemrod. Et ça nous parle d'un empire mondial complètement dévoyé et qui avait justement l'habitude de construire des énormes bâtiments. Et donc je vais vous lire moi une des visions de Anne-Catherine Emmerich, c'est une bienheureuse chrétienne qui a des visions justement sur cette génération des géants.
Et je trouve qu'on peut retrouver quand même des archétypes qui peuvent se voir dans les gros bâtiments qu'on appelle d'ailleurs cyclopéens d'ailleurs. Donc voilà, alors ouvrez les guillemets. Il savait tout, voyait tout, préparait du poison, se livrait à la sorcellerie et à tous les vices. Les femmes découvrirent la musique. Je les ai vues vagabonder pour séduire les races meilleures et les attirer dans leur dépravation. J'ai vu qu'ils n'avaient pas de maison d'habitation ni de ville, mais qu'ils se construisaient de grosses tours rondes en pierre, semblables à du mica, au pied desquelles s'adossaient des constructions plus petites qui conduisaient à de vastes cavernes où ils célébraient leurs orgies. On pouvait se promener sur le toit de ces bâtiments et en faire le tour, et ils montaient au sommet des tours pour observer le lointain à travers des tubes. Ce n'était pas comme avec des télescopes, mais par un procédé satanique. Ils voyaient où se situaient les autres contrées et s'y rendaient, détruisant tout, libérant tout, en abolissant toute loi. Et c'est cette liberté qu'ils instauraient partout. J'ai vu qu'ils sacrifiaient des enfants en les enterrant vivants. Dieu a détruit cette montagne pendant le déluge. Voilà. Et donc, c'est pour rappeler que ces sites sont pas il faut toujours, quand on a une perception cyclique, avoir une perception dynamique du temps. C'est-à-dire que le dernier moment où ces sites antédiluviens ont été habités, ils l'étaient effectivement par une génération maudite qui arrivait en fin de cycle et qui a amené un déluge. Mais on peut penser que à l'intérieur du cycle, ces vestiges avaient été construits comme des grands bâtiments d'initiation, des gros centres sacrés qui ont été détournés de leur signification première, comme on le voit d'ailleurs avec tous les temples et tous les lieux de culte qui dégénèrent aussi avec le temps, quoi. Voilà, et là on retrouve la décadence à l'intérieur même de chaque cycle. Mmh. Jean Faure, lui, il nous dit, je vais faire une petite citation aussi, il convient de comprendre, donc à propos de ce que tu viens de parler, il convient de comprendre ici à quel point cet effacement complet des sociétés, loin d'être un effet fortuit, entre dans le cadre du déterminisme involutif de notre cycle humain. Ok, bah tout ça, d'ailleurs, tout ce qu'on dit, c'est l'archétype de l'Atlantide raconté par Platon, où il montre comment une grande civilisation se renforce et s'élève par sa tradition et le respect au commandement de son Dieu et de sa sacralité. Et quand elle se coupe de cette sacralité, il parle aussi du mélange des castes, la société s'effondre et devient de plus en plus matérialiste. Elle passe du cosmos au chaos, pour voilà, dire. Voilà, et elle amène sur elle fatalement un cataclysme et une catastrophe qui va, on va dire, redistribuer les cartes, quoi, remettre tout à zéro, quoi, pour le commencement d'un nouveau cycle. Quoi. Oui. Et chaque fois, le cycle qui suit le cycle précédent, l'humanité donc est plus éloignée du principe primordial du paradis terrestre. Voilà, moi j'utilise le symbole de l'eau qui s'écoule dans un siphon, quoi. C'est une suite de cycles descendants et qui vont de plus en plus vite, quoi, comme on le voit d'ailleurs avec la doctrine des 4 âges, quoi. Et au niveau des civilisations, on peut, moi j'aime beaucoup le rapprochement avec les 4 saisons. Tu sais, on peut parler d'un bourgeonnement au printemps, d'un apex en été. Ensuite, tu as les feuilles qui tombent, tu sais, comme à la Renaissance, par exemple. Et puis, l'hiver d'un monde, c'est un monde solidifié, quoi, glacé, quoi. Oui, tout à fait. On peut observer les cycles partout dans la nature. Donc, cette conception cyclique du temps traditionnel est vraiment, comme on le disait tout à l'heure, quelque chose de très logique. Hein. Oui, voilà. Et parce que ça se retrouve même dans une journée. Il y a l'aube, c'est un mélange de lumière et d'obscurité. Ensuite, la montée du soleil. À midi, il atteint son maximum. Et après, il enclenche sa descente jusqu'au crépuscule, qui est à nouveau un espèce de chaos entre la lumière et les ténèbres, pour arriver à une phase de nuit, etc. quoi. Je ne sais plus quel auteur, je pense que c'est toi qui avais dit ça, que le temps était l'image de l'éternité immobile.
Oui, voilà, le temps c'était l'image mobile de l'éternité immobile, et c'est Platon dans sa cosmologie, quoi, quand il traite de la création du monde, quoi. Ouais. Donc voilà, sur ça je peux peut-être continuer et passer au deuxième style de vestige. Oui, bien sûr. Donc c'est un style de vestige qui, si on le replace dans la cyclologie traditionnelle, appartient au deuxième monde, donc à l'âge des reins, au Dvapara Yuga, à l'Uran Pacha de Jesus Gamara du Pérou. Et donc ces vestiges-là, ce sont les vestiges qu'on dit les vestiges de l'Atlantide. Hein. Ce sont des vestiges, on va dire, mégalithiques, donc réalisés avec d'énormes blocs cellulaires, souvent ajustés à la perfection, pas toujours, mais très souvent. Et eux aussi portent des marques qui semblent attester du fait que la matière était plus molle durant cette époque et qu'elle se solidifiait par la suite. Et donc, c'est les vestiges qu'on appelle aussi les mégalithes. Hein, les mégalithes. Ouais, Et ouais. alors, au sein même de l'âge des reins, donc, il y aurait, selon le tableau de Geoffort, le tout début de l'âge des reins correspondra à l'Atlantide. Et puis, il y aurait une fin de l'Atlantide. Lui, il la place à 12 960 ans. Et ensuite, il appelle la fin de ce cycle-là les colonies atlantes. Et là, peut-être qu'on peut faire la connexion entre le fait qu'il existe des vestiges cellulaires de grosse taille, très bien ajustés et qui seraient les plus anciens au fait de ce cycle-là, et des vestiges cellulaires de plus petite taille et moins bien ajustés qui pourraient peut-être correspondre plus avec la fin de ce cycle et donc avec les colonies atlantes. Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est sûrement pas un hasard, du coup, si tu vois, tu parlais du bassin méditerranéen, si on retrouve ce type de monuments surtout sur les côtes, et aussi on les retrouve des deux côtés de l'océan Atlantique, quoi. C'est vrai. Donc, Et ces vestiges-là, pour moi, ce sont les plus rares. Hein. Autant on trouve assez bien de vestiges de l'âge d'argent et de l'âge de fer que de ceux de l'âge des reins. Bon, il en existe pas mal, hein, mais c'est tout de même dans l'ensemble les vestiges les plus rares. Mais ouais. on peut faire rentrer dans ces vestiges-là les dolmens et les menhirs, certainement. Oui, oui, ou tu sais, les énormes temples hindous aussi, ou je sais pas, Baalbek aussi. Oui. La muraille de Sacsayhuaman, c'est un bel exemple. Oui, voilà, ouais, ouais, ouais. Bah, non, non, il y a énorme. Vraiment similaires à ceux de Sacsayhuaman en Grèce, aussi autour de l'Acropolis. Là, il y a quelques blocs vraiment très semblables à ceux de Sacsayhuaman, quoi qu'il y en a quand même beaucoup moins. Et ils semblent faits dans une autre matière. Je pense que là, en Grèce, ça doit être du calcaire, mais au Pérou aussi, en fait. Donc les deux sont dans du calcaire, mais on peut en trouver dans différents types de matières. Donc je rappelle ici aussi que personnellement, moi, je ne vois pas ces vestiges comme une espèce de béton reconstitué, parce que ça aussi, c'est une théorie qui circule beaucoup Oui, aujourd'hui. oui, oui, j'ai vu ça, ouais, ouais. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas certains blocs de certaines constructions qui ont effectivement été faits avec une sorte de béton reconstitué, mais dans l'ensemble, c'est extrêmement rare, voire ça n'existe pas du tout. Hein. C'est vraiment, ces blocs ont été faits dans des matières, donc ça peut être du calcaire, ça peut être du basalte parfois, enfin, des blocs en basalte, c'est plus rare, mais je vais dire, il y a plusieurs styles de roches naturelles, donc ce n'est pas une espèce de béton reconstitué. Oui. En tout cas, par contre, ce qu'il faut noter, c'est que ça va totalement à l'inverse de la pensée darwiniste progressiste, parce que finalement, on retrouve les plus gros blocs taillés au niveau des fondations. Donc, on va pas d'une ébauche à quelque chose de plus gros, on va des gros trucs à des trucs plus simples finalement, quoi. Les plus anciens vestiges sont les plus spectaculaires. Ouais, ouais, ouais. C'est ça Et qui est aussi, on troublant, peut quoi. dire qu'ils ne correspondent pas avec la technique du marteau et du burin de l'Antiquité officielle. Non, mais c'est vrai. Mais je te dis, j'ai même des doutes, moi, pour certaines choses du Moyen Âge, quoi. Quand on voit certaines statues, on dirait du drap, c'est ciselé dans la matière. De Euh, l'Antiquité, en tout cas, oui. Ouais, voilà, et je te disais, il y a un petit village pas très loin de chez moi qui s'appelle Cordes-sur-Ciel, qui est d'ailleurs construit sur un ensemble de 7 collines, quoi. Et tout en haut du village, il y a un puits qui fait 115 mètres de long, qui est maçonné, quoi, qui est de forme circulaire, et qui donne sur un réservoir, donc tout en bas de la montagne, fait avec des énormes blocs de 50 tonnes
de granit. Et même au Moyen-Âge, enfin, je trouve que même aujourd'hui, je pense qu'on galérerait à faire un puits aussi long. Enfin, C'est c'est... vrai, c'est vrai. Et Ben, sachant que pour moi, ce puits est un puits symbolique, hein. C'est l'Axis oui, Mundi à l'intérieur de la montagne, justement, qui communique avec la grotte qui est à la base de la montagne. Et pour preuve, c'est que à côté de ce puits, donc en haut du village, il y a d'autres puits qui récupèrent de l'eau beaucoup plus bas. En fait, il y a des sources partout sur la montagne où se trouve le village, quoi. Donc, il n'y avait ce serait pas. plus donc, oui, ce serait donc plus un puits symbolique. Oui, voilà, comme un pôle immobile au milieu de la montagne, quoi. Un vide Oui. au milieu de la montagne. Le puits symbolique, c'est aussi, il fait beaucoup plus référence, lui, au monde souterrain. Oui, c'est vrai, mais ça fait référence également à la porte du ciel. C'est-à-dire qu'en fait, Oui, il y a une le, ouverture au-dessus aussi. Oui. voilà, c'est-à-dire que sur un centre du monde, en fait, il y a communication entre les trois mondes. Les trois mondes. Et tu vois, on le voit par exemple avec Jérusalem ou même Babylone. Les légendes disent que le temple de Jérusalem communique avec la bouche du Théum. Et le Théum, c'est le monde souterrain, le chaos préformel. Et en même temps, on dit que c'est une porte du ciel qui communique directement avec une ouverture à l'exact vertical au niveau du ciel, quoi. Et il y a ça pareil à Babylone, qui veut dire de toute façon la porte de Dieu, quoi. Et donc c'est la porte du ciel, Babylone, et elle était construite sur les bouches d'Apsu. Et Apsu, c'est pareil, c'est le monde infernal, enfin chaotique, quoi. Oui, on trouve très régulièrement des puits dans l'architecture sacrée, hein, Mhm. dans toutes les époques, hein. Enfin, dans les trois mondes de la cosmogonie traditionnelle. Oui, On oui, ben, trouve très fréquemment des puits, donc même dans les plus anciens vestiges, comme ceux que j'ai été voir là récemment en Alsace, là il y a vraiment des puits très impressionnants. tout à fait. Et il rappelait bien sûr que c'est lié au processus initiatique, parce un processus initiatique ou un rite de passage comprend toujours une descente aux enfers, donc qui sera toujours matérialisée par la descente de la caverne, la mise au tombeau, quoi, le retour, on va dire presque au ventre maternel, quoi, au sein de la terre. Oui, Et ensuite, il y a une remontée de la caverne qui s'enclenche, toujours en suivant l'axe du monde. Et c'est exactement comme la Divine Comédie de Dante, quoi. Il commence par une descente aux enfers pour ensuite enclencher la remontée vers la montagne du purgatoire et les cieux, les différents étages du paradis, quoi. oui, la descente aux enfers est une première étape indispensable au processus initiatique. Voilà. C'est un rappel des états d'être précédents. Voilà, c'est un retour à l'état de l'indistinction primordiale. Donc Ouais, c'est souvent mis en rapport aussi avec l'eau, hein, c'est la purification, la catharsis par l'eau. Donc on retrouve ça avec le baptême ou le baptême. Oui. voilà. Mais tous les processus initiatiques commencent par une purification de l'initié qui est toujours mis dans un bain rituel ou lavé pour être préparé, on va dire. Il subit une préparation pour commencer. On pourra peut-être parler un peu plus tard des initiations, je vais dire, et même des rituels initiatiques et des épreuves initiatiques. Mais donc, je vais finir par le troisième style de vestige qui est observable un peu partout dans le monde. Ouais. Oui, Ce oui. sont les vestiges cellulaires en briques et en blocs, mais de petite taille et avec des ajustements beaucoup plus grossiers. Et ces vestiges entourent ou surmontent les vestiges des cycles antérieurs. Donc ils entourent le plus souvent les cycles du premier monde de l'âge d'argent, mais parfois aussi au Pérou, ils peuvent entourer les blocs du deuxième monde, donc les blocs cyclopéens du deuxième monde. Et donc on voit donc par cette superposition ou cet encerclement des vestiges de l'Antiquité officielle, on pourrait dire, ou du Moyen Âge, qui entourent, qui surmontent les vestiges plus anciens, que effectivement le temps est cyclique et dégénératif et qualifié. Donc. Voilà, et aussi donc du coup que
les lieux sont prédestinés, quoi. Les hommes ne s'établissent pas au hasard et au fur et à mesure des cycles et des époques, on va retrouver toujours un lieu de culte au même emplacement, quoi. Et là, les exemples, il y en a plein en France. On pense au Mont Saint-Michel, qui était autrefois un sanctuaire dédié à Bélène, Bélénus, c'est le Apollon breton. Et d'ailleurs, et c'est devenu le Mont Saint-Michel, et Saint-Michel, il a exactement les mêmes attributs, les attributs symboliques que Bélène. On a ça dans les grandes cathédrales, à Chartres, même Notre-Dame de Paris, sont construites sur des sanctuaires païens plus anciens et comportent souvent une crypte qui date d'un autre cycle en fait, quoi. Et le monument est venu se mettre par-dessus. Et je pense là, ça doit dépendre du curé qui a évangélisé l'endroit. Parce qu'il y a certains curés, par contre, qui ont détruit hein, les dolmens, les menhirs et les anciens, ou qui ont fait courir des légendes que c'était habité par le diable, et d'autres, peut-être qui étaient plus subtils, qui avaient plus reconnu la tradition, eux ont couronné l'endroit, et on a des chapelles il y a des cavernes proto-historiques qui sont magnifiquement, où à l'intérieur il y a des magnifiques peintures vraiment du christianisme primitif. Hein. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est magnifique. Hein. On peut penser, tu sais, il y a certains hôtels de petites églises qui sont faites sur le dolmen, ou certains piliers de l'église, c'est directement le menhir, quoi. L'église, elle s'est mise par-dessus, sans bouger le monument initial, quoi. Alors, juste encore deux choses sur ce dernier style. C'est que ce dernier style donc, ne présente ni vitrification, ni marques qui peuvent témoigner que le monde était moins solide. Donc ça témoigne bien que ces vestiges correspondent au cycle actuel. Oui, voilà, c'est des tailleurs de pierre, là, c'est des compagnons. Oui, ah oui, là oui, là oui. Et alors on peut aussi reconnaître le fait que les sociétés de l'Antiquité ou du Moyen-Âge avaient la plupart du temps su reconnaître le caractère sacré des plus anciens vestiges, contrairement aux modernes qui ne voient plus rien de sacré dans ces anciens vestiges. Tout à fait, et d'ailleurs on peut rappeler une chose, c'est que les druides gaulois faisaient leurs cérémonies autour des dolmens et des menhirs, alors que ces dolmens et ces menhirs datent de plusieurs millénaires avant, c'est-à-dire que même les druides ne savaient pas d'où venaient ces monuments et disaient que c'était les dieux qui les avaient mis là, mais on se sont réappropriés des lieux bien plus anciens. Hein. C'est pas les druides ni les Gaulois qui ont construit les dolmens ou les tumulus. C'est 3000 avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça, quoi, je crois. Oui, de même au Moyen-Âge, il y a, dans la région d'Alsace par exemple, il y a des sites archéologiques qui sont qualifiés comme étant des châteaux forts. Au fait, pour moi, ça n'a jamais été des châteaux forts, hein. Ça a toujours été des sanctuaires. Depuis la proto-histoire, donc depuis l'âge d'argent jusqu'au Moyen-Âge. Tout à fait, et là pour le coup, moi j'ai regardé hein, tes vidéos, et effectivement, c'est vraiment troublant. On voit vraiment. Ce qui ne veut pas dire que des châteaux forts n'existent pas, bien sûr. Non, bien sûr, mais il a été mis par-dessus un site plus énorme et plus ancien. Oui. Et c'est rigolo parce que tu lis les explications sur les petits cadres pour les touristes là, et c'est n'importe quoi à chaque fois, quoi. Ah oui, oui, oui. La prochaine vidéo, je vais encore expliquer une explication comme ça. Enfin, vous verrez si vous venez sur ma chaîne, je vais expliquer. Je vais bien démontrer que les modernes ne sont même pas capables de reconnaître le symbolisme qui est encodé dans l'architecture de la proto-histoire ou même de l'Antiquité. Oui, oui. Donc elle ne reconnaît pas le caractère sacré de tous ces vestiges, elle ne reconnaît pas que c'était des sanctuaires et non pas de simples pièces d'habitation ou des salles dont la fonction était étroitement et bassement utilitaire, mais au contraire que c'était des cavernes et des montagnes sacrées. Oui, oui, c'est vrai. D'ailleurs, l'esprit traditionnel aurait plus tendance à se construire des cabanes en bois ou à être semi-nomade et à construire des choses solides qui durent dans le temps en l'honneur des dieux, hein, en l'honneur des dieux, mais ils pensent pas à se construire des immeubles ou des trucs durables pour son habitation quotidienne en fait. Et il va laisser par contre des énormes monuments en l'honneur de ces dieux tutélaires, quoi. Ça c'est. Ouais,
Donc tout est sacré pour les sociétés traditionnelles, contrairement à la société moderne où il n'y a plus rien de sacré. Oui, oui, mais d'ailleurs même les paléontologues et les archéologues modernes reconnaissent maintenant quand même que énormément de peintures rupestres et de grottes n'étaient pas que des lieux d'habitation, mais étaient C'est vrai. des lieux d'enseignement religieux et tous ces dessins, on retrouve les grands thèmes du chamanisme et du symbolisme traditionnel. On apprenait les constellations, le ciel, le mythe clanique, et la caverne, c'est vraiment un symbole initiatique qui se retrouve vraiment dans toutes les civilisations, hein. Dans tous les textes sacrés, on parle de cavernes. Voilà, et ces grands sites, donc mégalithiques, enfin troglodytiques, puis mégalithiques, puis on va dire maçonnés, quoi, Oui, oui. sont, moi je pense, des lieux d'initiation, comme des loges géantes qui permettaient, c'était des grands centres spirituels où sûrement une caste de prêtres était initiée. Et c'est ça qu'on pense, enfin moi c'est comme ça que je vois les pyramides égyptiennes ou même nombreux sites que tu montres où on retrouve des cellules, des cavernes, des escaliers. Tu parles aussi de canyons artificiels, enfin on voit des canyons artificiels. Je vais faire une petite citation à ce sujet après. Ouais, voilà. Il y a aussi les car trusts, donc c'est les traînées de chars par terre Oui, pareil, ça c'est très énigmatique, ah oui. presque moulé dans la pierre, quoi. À la réponse, et là on en vient à quelque chose dont on a déjà parlé, c'est les limites, les limites entre chaque cycle. Donc il y a des barrières infranchissables, on pourrait dire. Oui, c'est vrai. Et moi, tu sais, quand je vois ces car trusts, pour moi, c'est une matérialisation de la voix des dieux, de la voix, comme on dit dans les initiations, du chemin vertical, de la voie droite, même de la voie lactée. Pour moi, c'est une matérialisation de ce chemin Oui. initiatique, quoi. La notion de chemin, c'est aussi quelque chose dont j'ai parlé dans certaines de mes vidéos, car pour moi, les énormes canyons qui existent dans ces vestiges troglodytiques qu'on trouve parfois dans certains endroits du monde, notamment beaucoup dans le Latium d'Italie, là il y a des canyons artificiels qu'on appelle les Via Cava. Ah ouais. Et donc les Via Cava, déjà rien que dans le nom, il y a Via, hein, c'est voie, si Ouais, je ouais. ne me trompe pas en italien, ou chemin, hein. Donc ce sont pour moi des chemins spirituels. Voilà, et d'ailleurs, c'est des espèces de canyons artificiels, comme tu appelles, et sur le côté, on a des niches et des grottes, et Oui, on pourrait penser que c'est tout un parcours initiatique que devait faire tout à fait. le néophyte, avec pourquoi pas des Des étapes. stations de Oui, méditation, des énigmes, oui. enfin, ce genre de Un choses. peu comme un jeu où il faut avoir atteint le premier niveau pour passer au deuxième, etc. Toute l'architecture est constituée d'une telle manière, on a l'impression. Ouais, voilà, Et ouais. c'est encore plus observable dans les sanctuaires, donc les pseudo-châteaux au nord de l'Alsace, où là il s'agit de commencer le rituel initiatique depuis le bas de la montagne et d'atteindre le sommet de la montagne. Et tout le long, on procède, on évolue, on parcourt des corridors que j'appelle des corridors initiatiques. Donc ça rejoint un peu le même concept, sauf que le corridor est entièrement dans le noir et que les Via Cava ont une ouverture vers le ciel. Mais même dans les corridors initiatiques, dans les sanctuaires, par exemple en Alsace, il y a des parties où ça rappelle les Via Cava car il y a une ouverture sur le ciel. Donc il y a à la fois des corridors qui étaient entièrement dans le noir et des parties de corridors qui sont ouvertes sur le ciel. Et ça, je pense que ça montre bien le symbolisme de la verticalité, donc de l'axis mundi. Ouais, ouais, et de la progression du néophyte à travers différentes épreuves et étapes. Et ce que tu dis là, il y a ça dans énormément de rites de pèlerinage. L'ascension d'une montagne jusqu'au sanctuaire situé au sommet. Et souvent, tu sais, c'est comme le chemin de croix christique. Il y a différentes étapes le long du sommet, quoi. Oui.
On retrouve ça vraiment partout. Et comme on le disait tout à l'heure, les pyramides égyptiennes, c'était ça. Il y avait des petits couloirs noirs, sombres, et le futur initié devait parcourir, peut-être répondre à déchiffrer des énigmes, répondre à des questions, et pour arriver dans une salle où souvent d'ailleurs on a un cercueil symbolique, parce que la mise au tombeau, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans toutes les initiations, quoi. Même chez les... À chaque étape du processus initiatique, il fallait avoir s'être rénové, on va dire. Ouais, voilà. Et tu sais, dans l'Antiquité, les mystères d'Éleusis, ou les mystères de la grande déesse phrygienne, se faisaient donc dans des cavernes, dans la descente aux enfers dans les cavernes, et il y avait des gens qui étaient déguisés en monstres, et l'initié devait parcourir tout un trajet dans ces souterrains, vaincre les enfers, donc son propre psychisme inférieur, et ensuite remontait avec le flambeau de l'initié et le bonnet phrygien. Et ce bonnet phrygien, c'était un bonnet qui était plus long, où on mettait de la paille dedans justement pour pas se cogner dans les parois de la caverne, en fait. D'accord. Il y a aussi beaucoup de figurines de l'Antiquité où les figurines sont présentées avec des crânes allongés. Et pour moi, ça, c'est également un symbole de la religion, on pourrait dire ça, primordiale, de la tradition primordiale, de la connexion entre le bas et le haut, de la relation entre la terre et le ciel. Peut-être, mais sinon, tu vois, je vais me faire l'avocat du diable. Ce genre de truc, moi, tout ce qui est manipulation du corps, c'est un peu comme la momification. Je me demande si c'est pas justement les restes du dernier cycle, et où la sorcellerie, justement, et l'anti-tradition ont pris le pas, et nous, on va récupérer ça. Tu sais, c'est le principe des tombeaux égyptiens où en fait c'est plein de formules de sorcellerie, des formules d'exécration. Tu sais, il y a les C'est des fameux... perforations de crâne. Oui, tu sais, c'est le truc de la malédiction de ceux qui ont ouvert les premiers tombeaux, les premiers égyptologues, quoi. Et pour moi, la momification et le fait de s'enterrer avec ses serviteurs, c'est une forme de transhumanisme, mais de pensée grossière, quoi, de personnes qui veulent l'immortalité physique, mais pas métaphysique, quoi. Donc c'est souvent des rois révoltés, des tyrans qui ont cette attitude-là de vouloir rester vivant en ce monde, quoi. Oui, c'est vrai, c'est ça. Ça résulte sans doute déjà d'une perte des connaissances initiatiques. Oui, oui, bah, c'est-à-dire que la contre-initiation, elle procède du même processus général que l'initiation, en fait. C'est juste l'inversion, tu sais, c'est le principe du satanisme où on retourne la croix, mais on a quand même besoin d'une croix, en fait, tu vois. Donc on va tomber toujours sur les mêmes processus, et l'initiation véritable, c'est l'initié qui tue son moi inférieur pour renaître sur un plan plus spirituel et conscient totalement, quoi. Alors que la contre-initiation, c'est pour des buts vulgairement matériels, en fait. Oui, et égoïste, oui. Oui, voilà. Ouais, ouais. Donc je vous lis concernant les canyons Via Cava que j'ai visités en Italie. Il y a donc un archéologue professionnel qui s'appelle Giovanni Feo. Et donc selon lui, les Via Cava d'Italie, et on peut supposer que les autres canyons artificiels du monde également, ont été initialement réalisées dans un contexte de culte de la terre, et elles ont ensuite été réutilisées comme des sépultures sacrées et pour des processions religieuses. Ce point de vue est appuyé par le mysticisme qui entoure ceux qui explorent ces tunnels dans le ventre de la terre-mère. On y a déjà trouvé une svastika, sans doute un ajout plus tardif, et à côté il y a une inscription où l'on peut lire Vertne, dont la racine se réfère à la plus importante divinité étrusque, Velta, le dieu de l'être et du devenir, du ciel et de la terre. Ah ouais. Donc il y a quand même quelques archéologues, on va dire, professionnels, qui ont reconnu le caractère sacré des Via Cava d'Italie, parce qu'en général, l'archéologie conventionnelle, on va dire, prétend que ces vestiges ont été faits par les Étrusques, et simplement que c'était de simples routes, hein. Oui. Alors que certaines Via Cava n'ont incontestablement pas la place pour avoir reçu
la possibilité de faire passer un char dans la route, etc. Il y a à peine l'espace pour un être humain Voilà, passer. et ce que je te disais, un truc tout bête, c'est, tu sais, les car trusts, donc les traînées de Des chariots, quand ils disent, ornières de chariot, oui. ouais, voilà, quand ils disent que c'est des ornaires de chariots, c'est mal connaître la conception du monde traditionnel où il n'y a pas de standardisation des chariots. Personne ne se met d'accord pour une taille de chariot unique qui pourrait passer par ces ornières. Donc ça, c'est de la foutaise, encore une fois, c'est prendre les Ben, gens pour des cons, hein, tout simplement, hein. ouais, tu sais, comme les modernes n'ont pas une vision traditionnelle du temps, euh, comme effectivement on trouve des ornières de chariots sur des routes romaines, eh bien, ils ont très vite fait le raccourci en disant qu'il s'agit du même phénomène, alors que ce n'est pas le même type de vestige. Les chaussées romaines sont faites avec plusieurs niveaux de remblai, on va dire, et ensuite il y a des pavés qui le recouvrent, tandis que les cartrots se trouvent au contraire dans la pleine masse des rochers, là il n'y a pas des pavés. Oui, bien sûr, Donc tout à fait. Et en plus, on c'est retrouve une nouvelle fois deux styles de vestiges différents. voilà. Et puis de toute façon, même la route, ça tient pas parce que c'est Donc, des il y a lieux, des ressemblances, il y a des ressemblances, mais pas des similarités. voilà, et c'est des lieux isolés, pas du tout stratégiques. Ça sert à rien de mettre une route ici. En fait, c'est des lieux de culte très précis à un endroit qualifié et choisi par l'homme. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est que les grandes villes saintes comme Rome, Jérusalem ou la Mecque, elles sont situées donc sur un ensemble de 7 collines, mais dans des zones marécageuses où il n'y a pas d'accès à la mer, qui sont faciles d'accès pour les ennemis, pour tendre une embuscade ou un siège. Donc c'est pas des villes qui ont été construites pour la stratégie. En fait, ça a été construit parce que le site est sacré, quoi. C'est pas des raisons Oui, militaires ou et ils sont utilitaires. construits sur des vestiges plus anciens, oui. Voilà, les hommes s'installent sur un endroit en rapport à la sacralité du lieu, en fait. Tout à fait. D'ailleurs, on retrouve à Jérusalem, dans le centre de la plus grande église de Jérusalem, je ne sais plus le nom, tu peux peut-être m'aider. Le Saint-Sépulcre, non l'église du Saint-Sépulcre. C'est là où il y a le Peut-être. tombeau du Christ. Oui, oui, c'est ça. Donc, enfin, je ne suis pas certain, mais je sais bien qu'à Jérusalem, il y a un temple sacré et à l'intérieur du temple, il y a donc des vestiges proto-historiques qui ont été réalisés directement dans la pleine masse des rochers. Et donc, toute l'église ou la cathédrale, c'est plutôt une église, a été construite par-dessus ce Oui. vestige beaucoup plus ancien. Je sais aussi qu'il y a un omphalos, tu sais, une pierre qui est Oui, dite être tombée du ciel, comme il y a ça à Delphes ou comme la pierre noire à la Mecque, la Kaaba. Il y a aussi un omphalos au Saint-Sépulcre à Jérusalem, quoi. ouais. Pour René Guénon, l'omphalos, c'est un symbole de l'axe du monde aussi. Oui, c'est le Et même, nombril du monde, quoi. oui, du centre. Oui, Voilà, c'est le nombril du monde, c'est presque l'œuf primordial. Il y avait aussi un omphalos à Rome et il y avait énormément aussi, il y avait la pierre noire qui venait de Syrie aussi, qui était exposée à Rome. Il y avait le palladium, on dit aussi qu'il est tombé du ciel. Et il y avait le collège des Saliens qui avait des boucliers construits dans des aérolithes, quoi, dans des pierres tombées du ciel, quoi. Et dans l'Antiquité, énormément de lieux sacrés sont mis à l'emplacement, sont construits à l'emplacement d'une pierre tombée des cieux, quoi. Soi-disant tombée des cieux, quoi. oui, oui. Et donc, on pourrait dire aussi que dans la plupart de ces vestiges, donc, on retrouve des symboles extrêmement anciens, donc surtout dans les vestiges du premier monde, on retrouve des vestiges, des symboles, pardon, tels que celui du carré ou du rectangle, du triangle, le pilier qui symbolise l'axis mundi. Oui. Euh, La Bref, spirale. toutes sortes de symboles qu'on retrouve dans toute l'architecture traditionnelle de toutes les époques jusqu'à l'époque historique. Oui, oui. On peut penser aussi à la spirale, à la Oui, porte. oui. Le labyrinthe, ou plutôt ce qui ressemble au labyrinthe, Oui, la triple enceinte aussi. la triple enceinte qui représente les trois mondes. Les trois mondes, voilà. On sait que d'ailleurs, L'œil du dôme aussi, hein,
qui représente la sortie du cosmos. Oui. C'est la porte supérieure, la porte du ciel. Oui, voilà, et puis généralement tout ce qui est le symbole axial, donc qui va représenter, je sais pas, l'arbre du monde, ou l'axe du monde sous forme d'une épée, d'un arbre, d'une croix, enfin, comme, ou alors même le menhir, le pilier sacré, la montagne, la liane, donc tous les symboles de l'ascension, quoi, qui sont avant tout une ascension de l'âme, hein. Oui, tout à fait. C'est initiatique. Voilà, mais en fait, comme il faut le répéter, c'est que le processus initiatique est une imitation de ce qui se passe dans la nature, en fait. Donc il y a différentes phases, différents cycles, et c'est comme la réparation du péché originel, on pourrait dire une initiation, quoi. C'est l'ascension de la montagne en plusieurs étapes, comme on l'a dit, ou en plusieurs marches, en plusieurs échelons. Tu sais, les initiations de Mitra, ça se fait autour d'une échelle à 7 échelons qui sont mis en correspondance avec les 7 notes de musique, les 7 planètes et les 7 couleurs des métaux alchimiques, quoi. Et bien sûr, on va du plomb à l'or, quoi. Et donc on pourrait dire que l'initiation, les sociétés traditionnelles qui pratiquent des initiations et des rituels cherchent à réintégrer l'âge d'or en quelque sorte. Oui, oui. Oui, parce qu'on peut penser, bien sûr, il y a des grandes conditions générales dans lesquelles est pris l'être humain, qu'il le veuille ou non. On ne choisit pas de naître dans tel ou tel cycle, mais on peut dire que de notre vivant, on peut être en enfer, on peut être en plein Kali Yuga, ou on peut être dans l'âge d'or, hein. En fait, ça, il y a individuellement, on peut remonter ces cycles, donc par une initiation, ou moi j'ai tendance à penser qu'à notre époque, par notre vie quotidienne qui est déjà tellement difficile en 2019, on se prend des claques et on progresse petit à petit, pas à pas, vers la sagesse, quoi, vers la... Ah ben oui, selon les traditionalistes purs, on pourrait dire tel que Guénon, il n'y a moyen d'atteindre cet état d'être qu'à travers les initiations, et encore, il faut même faire partie d'une véritable société traditionnelle. C'est vrai, mais moi c'est là où je ne rejoins plus Guénon, parce que c'est très dangereux comme lecture, et je pense que ça a vrillé le cerveau de pas mal de gens qui ont absolument voulu chercher une filiation traditionnelle pour s'initier. Et moi personnellement, comme je te disais, pour moi il n'y a pas de maître spirituel à notre époque, et quand on dit ils sont cachés, c'est faux, parce qu'un vrai maître spirituel... C'est le Kali Yuga. Voilà, mais un vrai maître spirituel, on le verrait. Un vrai maître spirituel, il gueule la vérité, il est prêt à mourir pour ses idées. Tu sais, c'est le principe de Jésus, de Socrate, du prisonnier de Platon. Il y en a eu durant l'âge de fer, donc. Hein. Il y en a eu, si, il y en a eu. Je pense vraiment, par exemple, qu'au Moyen-Âge, plein de pères de l'Église, des moines, étaient des grands maîtres spirituels. Il n'y a pas de problème. Mais en 2019, en tout cas, non, on peut tendre. On a atteint une phase de déclin au sein même du cycle du Kali Yuga, on pourrait dire. Même le Kali Yuga a connu une époque faste et un déclin. Oui, c'est vrai. Et suivant Guénon, tu sais, la solidification du monde, elle a atteint son extrémité à la fin du 19e siècle, en fait. Et à partir du début du 20e siècle, on entre dans ce que Spengler il appelait la seconde religiosité, et donc après la rigidification cadavérique, qui correspond à la révolution industrielle, il y a les feux follets et la dissolution. Et c'est ça justement la contre-tradition, c'est ça le New Age, les fausses croyances. Oui, tu en parles très bien dans ton livre sur le Moyen-Âge. Tu expliques très bien l'époque, le beau Moyen-Âge et la décadence qui s'en est suivie. Voilà, en quatre étapes. Et c'est vrai que je renvoie les auditeurs, tu sais, à l'émission qu'on avait faite avec Ralph sur les castes et la loi de régression des castes. Ça se voit aussi dans la hiérarchie sociale, quoi. D'ailleurs, tiens, ça va me faire rebondir sur un truc, c'est que pour les peuples traditionnels, la décadence sociale, la décadence des mœurs se reflétait également dans la nature. Et je vais vous lire une petite citation
du père, c'est Saint Cyprien de Carthage, qui regarde en contemporain la chute de Rome, quoi, la décadence et l'effondrement de la civilisation romaine. Alors, donc, je lis ce que dit Saint Cyprien. Le monde est à présent sénile, par de multiples preuves du processus de décrépitude témoigne de son propre déclin. L'hiver ne nous donne plus ces pluies abondantes qui fécondent les semences. L'été n'a plus les vives ardeurs qui mûrissent les fruits. Le printemps a perdu sa douce température et l'automne sa fécondité. Il y a une diminution et une insuffisance d'agriculteurs dans les champs, de marins dans les mers, de soldats dans les casernes, d'honnêteté sur les marchés, de justice dans les tribunaux, d'harmonie dans l'amitié, d'habileté dans les arts, de rigueur dans les mœurs. Tout ce qui est proche de la fin et qui tend vers le déclin et la chute ne peut que disparaître. Cette perte de force et de stature doit expirer, enfin, dans l'anéantissement. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde, donc le monde des hommes, mais également la nature et la culture, on va dire, se dégradent synchroniquement, quoi. Oui, beau témoignage d'une personne qui a vécu à cette époque, donc. Oui, puis on peut faire l'analogie avec notre époque. Hein. Si on regarde une conférence de collapsologie, ça ressemble finalement à ce que dit Saint Cyprien de Carthage. Hein. Oui. On voit bien la nature, la décrépitude de la nature, quoi. Oui, tout à fait. On peut penser ça, je te dis, dans les mythes africains. Les mythes africains disent par exemple que les crocodiles ou les éléphants étaient en parfaite harmonie avec les hommes, et avec la malice des hommes et la dégradation ontologique de l'homme, les animaux sont devenus méchants avec les hommes, quoi. Ils ont commencé à croquer des êtres humains, et les éléphants foncent depuis qu'on les chasse aussi, foncent sur les villages, quoi. Avant ils contournaient les villages, maintenant ils foncent directement dessus, quoi. Donc voilà, on voit bien un petit peu comment s'effectue la marche du monde pour les sociétés traditionnelles et leur conception du monde. Voilà, et tu sais, ça se voit sans rentrer dans le complotisme, dans les extraterrestres. Moi, ce que je dis dans un de mes livres, c'est qu'au Moyen-Âge, les hommes élèvent des cathédrales et des monuments sacrés, des clochers en l'honneur de Dieu et des dieux. Et nous, on va faire de l'archéologie et creuser pour trouver des squelettes de reptiles horribles, quoi. Puisque dinosaure, ça veut dire reptile horrible. Et pour rigoler, je te disais, tu sais, au Moyen-Âge, si un gars, il creuse un trou et il tombe sur un dinosaure, il referme le trou, il va appeler le curé, ils exorcisent l'endroit, ils mettent une croix, ça s'appelle la vallée du diable, et plus personne n'en parle, en fait. C'est pas très glorieux de trouver des vieux squelettes de reptiles, quoi, dans le sous-sol, quoi. Ça prouve la psychologie des profondeurs, c'est qu'on n'est plus dans l'élévation, on est dans l'inconscient, le subconscient, et la personnalité changeante et animale de l'homme qui reste dans la tombe, enfin qu'il faut laisser sciemment dans la tombe, quoi. Ouais. Moi, pour revenir un petit peu sur le Moyen-Âge, je vais faire une citation qui se trouve dans ton livre qui s'appelle Métaphysique du Moyen-Âge, oui. Et c'est méta-historique sur la destinée de l'Occident, et que je conseille à tous les auditeurs et auditrices. Donc je te cite: le Moyen-Âge, comme toute société traditionnelle, était un monde sanctifié de haut en bas, harmonisé par spires concentriques autour d'un centre spirituel immuable, et ce, à tout niveau du centre du monde. Le pôle suprême sur terre, pour la chrétienté, c'est la terre sainte de Palestine, et plus précisément la ville de Jérusalem, où se trouve le Saint-Sépulcre, qui représente le véritable centre du monde et dont la préoccupation fut l'objectif principal de la première croisade. Jusqu'au cœur de l'homme, centre analogique de l'être. Consacrer un espace en lui conférant la fonction de centre revient donc à dire qu'on lui donne une réalité, permettant ainsi un niveau individuel de participer ontologiquement à la qualification de chaque lieu, qui représente également des états symboliques
de l'être et de conférer une âme au monde manifesté. Ouais, voilà, Fin ouais. de citation. Ouais, ouais. C'est un petit peu Oui, bah, pour c'est te dire exact. aussi et pour conseiller ce livre à tous les auditeurs, car tu as très bien résumé la pensée du Moyen Âge, qui était donc la dernière société en Occident à être entièrement traditionnelle et tournée vers le sacré. Voilà, et dirigé par une autorité spirituelle, hein. C'est que les curés du Moyen Âge, les moines, les clercs, les évêques, c'était autre chose que maintenant, hein. Ils donnaient l'exemple, et c'était eux vraiment les véritables élites, et qui cadraient toute la société, quoi. Euh, Est-ce que, est-ce que pour toi, au Moyen Âge, il s'agit d'une espèce de soubresaut qui a ressurgi à une époque pour disparaître très rapidement finalement? oui, bah un peu comme toutes les civilisations en fait. Oui, C'est des petits cycles dans les grands cycles historiques. oui, Et Guénon utilise l'expression de réadaptation traditionnelle. C'est-à-dire que la tradition, elle peut naître à un endroit, je sais pas, à Rome pendant l'Empire romain, puis après elle va dépérir et il y aura un temps de chaos, tu sais, les âges barbares, et puis ça va reprendre bah, autour ça de va la reprendre un religion. peu, oui. Et c'est Autour, ce qui s'est passé au Moyen Âge pour toi. voilà, une revivification de la tradition en Occident par le message évangélique, quoi, qui s'est servi des structures mortes de l'Empire romain précédent, quoi. Et donc moi je témoigne qu'effectivement au Moyen Âge, les constructeurs du Moyen Âge avaient reconnu le caractère sacré des plus anciens vestiges et donc on voit par là qu'ils avaient une intelligence supérieure à la société moderne qui ne reconnaît plus le caractère sacré des plus anciens vestiges. Bien sûr, et puis ils l'ont inscrit dans la pierre, hein, parce que les cathédrales, c'est des dictionnaires, des encyclopédies de symbolisme traditionnel, hein. On va retrouver l'axe, la crypte, l'autel, L'orientation, l'orientation rituelle, tout à fait, l'autel situé au centre avec la flamme perpétuelle. un florilège de symboles. Hein. Voilà, voilà, oui, oui, oui. Et ce que je te disais, les cathédrales, c'est comme un mini-cosmos, un macrocosme retourné, comme une orange, Oui. qui a son squelette à l'extérieur et sa partie vivante et éclairée à l'intérieur, quoi. On retrouve un peu ça d'ailleurs dans certaines cavernes troglodytiques du premier monde qui sont à l'image d'un bateau renversé où la coque est au plafond. Tout à fait, et on parle de la nef d'une église, et la charpente de nombreuses églises médiévales, c'est un bateau renversé, hein. D'ailleurs, bah, je viens de faire une vidéo, là, ma dernière vidéo, c'est sur la navigation héroïque. Le symbole de la barque, de l'arche, du bateau se retrouve vraiment partout dans plein de mythes héroïques, mais aussi des mythes du déluge, il y en a partout, avec Tout à fait. le patriarche ou le héros fondateur qui traverse le cycle et qui garde le dépôt de la connaissance pour faire le lien, la transmission entre la fin d'un cycle et le début du nouveau, quoi. Donc vous voyez un petit peu l'antinomisme entre la science profane et la science sacrée. Hein. Oui, oui, ben, tu sais, la science sacrée, c'est une science de l'être, c'est une connaissance, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est à la fois théorique, mais ontologique, qui se vit et s'incarne en nous-mêmes. C'est pas un savoir extérieur à l'homme, c'est un savoir qui l'invite à s'améliorer soi-même et à se transmuter soi-même, si on prend le langage de l'alchimie, quoi. Eh ben, j'espère que tes auditeurs auront donc un petit peu acquéri de l'intérêt envers cette science sacrée qui est tellement dévoyée aujourd'hui et qui est presque devenue inconnue. Et Oui, voire même inversé, hein. que ça leur donnera l'envie de plonger un petit peu dans tes livres et également dans les livres des auteurs du pérennialisme et pas seulement, hein, d'autres auteurs également, Oui, afin de réacquérir toutes ces connaissances qui ne sont pas connues de nos jours du grand public
et également d'aller visiter quelques vestiges en ayant acquéri toutes ces connaissances traditionnelles qui vont vous permettre de les voir sous un autre œil. Voilà, et de retrouver toujours les mêmes archétypes qui montrent qu'il y a une unité transcendante de tous les phénomènes sacrés, quoi. Une tradition avec un grand T qui unifie toutes les traditions avec un petit T, quoi. Et ce que tu dis, c'est très intéressant en conclusion, et aussi de dire que de toute manière, à notre époque, les gens, j'ai l'impression qu'ils vont de plus en plus s'intéresser aux doctrines cycliques et catastrophistes, On l'espère. parce que on voit qu'on arrive au bout quand même du progrès, quoi. Il y a quand même plus personne qui y croit. Et je te parlais par exemple des conférences de collapsologie, tu vois, la Oui, science d'ailleurs, de la science l'effondrement. rejoint de plus en plus la conception du monde traditionnel. Oui, 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 bien sûr. C'est juste qu'elle ne l'avoue pas, mais les conclusions sont les mêmes. Oui, voilà. Et ce que je te disais, de toute manière, même le progressisme, comme on nous l'apprend à l'école ou officiellement, c'est de la foutaise parce qu'on nous parle de 100 000 ans, 200 000 ans, le début de l'humanité. C'est moins 4000 le début de l'écriture, donc ça veut dire qu'on était des abrutis pendant 100 000 ans, et en moins 4000 on commence à faire des outils et à écrire, et on n'est pas beaucoup. Tout ça pour qu'à partir de 1800, on va dire, on passe de 1 milliard d'individus à 7 milliards en 2 siècles, et que la révolution industrielle, on n'a jamais autant développé de watts et de moyens de destruction par la technologie. Hein. Tu sais, les gens à l'époque de Voltaire, en 1750, ils vivent plus ou moins pareil qu'à l'époque de Sumer. Ils ont des charrettes, le temps justement va pas très vite, et il y a eu une accélération exponentielle depuis 200 ans, avec le règne de la machine, l'explosion démographique des Les villes. sciences matérielles, uniquement des sciences développées sur l'étude de la matière, on a abandonné tout ce qui concerne le supérieur, donc le spirituel. Voilà, et aujourd'hui, on voit même qu'on atteint, de toute façon, c'est connu, hein, on ne peut pas croître à l'infini dans un système fini. Donc on va trouver bientôt les limites, et on commence de le voir avec, je sais pas, le pic pétrolier, les endroits qui manquent d'eau, Même les athées matérialistes doivent s'en apercevoir. Hein. Oui, voilà. Et là, bizarrement, bah, ça rejoint ce que disent les anciens, en fait. C'est que de Aristote à Platon, aux musulmans, aux chrétiens du Moyen Âge, aux doctrines orientales, tout ont fait part de cycles qui sont séparés entre eux par des phases de cataclysme et on va dire, d'obscurité historique, quoi. C'est ce que Guénon appelle des barrières historiques, qui fait qu'on peut même pas voir ce qui s'est passé derrière, en fait, où on a vraiment que des résidus grossiers, quoi. Oui, tout à fait. Et donc on pourrait dire que dans la conception traditionnelle, l'homme est vu comme un ange déchu, très justement, tandis que dans la conception moderne, nous sommes des singes et c'est une profanation. Voilà, des singes parvenus, ouais, comme dit Jean Servier, c'est exactement ça, on est des géants, quoi. On est Oui. des hommes révoltés, quoi, des Prométhées, quoi. Donc ça rejoint le fait qu'à l'origine, notre origine est purement spirituelle. Et donc là, je vais faire une petite citation peut-être pour conclure, ou Oui, en tout cas... oui, bon là, tu vois, je regardais, ça fait 1 heure et demie, je pense qu'on a dit pas mal de trucs, et de toute manière, on pourra se refaire une autre discussion, un de ces quatre, tu sais, des sujets inépuisables, hein, de toute manière. Tout à fait. Une chose en appelle une autre, etc. Voilà. Donc je fais une petite citation d'un auteur de la tradition qui s'appelle Fridtjof Schuon. Le titre de l'article dans lequel cette citation est extraite, ça s'appelle Du divin à l'humain. Deux points, ouvrez les guillemets. Il ne faut pas se lasser de l'affirmer. L'origine de la créature n'est pas une substance du genre de la matière. C'est un archétype parfait et immatériel. Parfait et par conséquent sans nul besoin d'évolution transformante. Immatériel et par conséquent ayant son origine dans l'esprit et non dans la matière. Certes, il y a une trajectoire. Celle-ci va, non à partir d'une substance inerte et inconsciente, mais à partir de l'esprit.
matrice de toutes les possibilités. Au résultat terrestre, la créature. Résultat jaillit de l'invisible à un moment cyclique où le monde physique était encore beaucoup moins séparé du monde psychique qu'aux périodes plus tardives et plus durcissantes. Quand on parle traditionnellement de créatio ex nihilo, on entend par là, d'une part, que les créatures ne dérivent pas d'une matière préexistante, et d'autre part, que l'incarnation des possibilités ne saurait affecter en rien l'immuable plénitude du principe. Fin de citation. Ah, magnifique, tu vois, je la connaissais pas, cette citation. Oui, bah, ça résume parfaitement nos propos et notre discussion, donc bon, c'est parfait pour conclure. Donc, bah, comme d'habitude, si vous avez des questions en commentaire, des réflexions à ajouter, allez-y. Je vous mets les liens en description donc, de la chaîne Tiki Viracocha que je vous invite vraiment à aller regarder. Je mets le lien moi de mon blog, du blog de Grégory aussi, Axe Cosmique, le Tipeee et ben voilà, je crois on a tout dit. Je te remercie vraiment beaucoup, hein, Grégory, c'était super, Merci super à toi, intéressant. c'est vraiment un honneur d'être invité sur ta chaîne parce que je reconnais vraiment la qualité de ton travail et ta qualité en tant qu'être. Ah bah c'est très sympa et je te dis c'est vraiment partagé et on va c'est pas ça sera pas la dernière fois qu'on enregistrera une discussion parce que c'est vraiment des sujets qui nous intéressent tous les deux particulièrement quoi. Avec plaisir. Hein. Ok, bon bah écoutez, je vous dis à bientôt les auditeurs pour une prochaine vidéo et encore merci Grégory et bah à la prochaine.